quelques instants, je vais avoir le grand plaisir d'accueillir sur scène Marc Van Rieneman. Marc, c'est un homme qui sait que lorsque vous pensez que vos clients et vos employés sont conscients de leurs actions, ils sont en réalité majoritairement en pilotage automatique. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. Lui, il le sait. Vous pensiez les connaître. Marc, il est là, comme on dit en Bretagne, pour retourner vos croyances comme une crêpe sur une poêle anti-adhésive. On dit ça en Bretagne, paraît-il. Il va vous révéler que 95% de l'activité cérébrale de vos interlocuteurs est inconsciente et que 80% de leurs décisions sont prises par le cerveau émotionnel. Il y a du niveau là, hein. On est pas mal là, c'est bien. Voilà. Et donc c'est pas la logique habituelle qui fait finalement l'acte. Il va voir, c'est vraiment ce cerveau émotionnel. Préparez-vous à être, je pense, ébloui. Moi, quand j'ai échangé avec Marc, quand on a préparé, j'en ai pris un peu plein les yeux. Donc j'ai été ébloui. Ça m'a interpellé. Peut-être que ça va même un peu vous perturber. Je préfère prévenir, hein, parce que je vais éviter les saignements de nez et autres problèmes. Il y a un service de sécurité qui est juste là, mais on ne sait jamais. Et après cette intervention, je pense que vous ne verrez plus jamais les personnes autour de vous de la même manière. Mesdames et messieurs, voici Marc Van Rieneman. Rejoins-moi, Marc, sur vos applaudissements. Bonjour. Je pense qu'il faut, voilà, soit tu passes par là, c'est un grand sportif, voilà, c'est parfait. Marc, bienvenue à Intelligence Marketing Day, c'est ta première fois. Merci, oui, bonjour à tous. Voilà. En plus, vous aurez un cadeau, parce que vous êtes là, à la fin, vous aurez un cadeau, vous aurez un ouvrage offert, l'ouvrage de Marc, je vous le montrerai tout à l'heure. Tu as le privilège d'ouvrir le bal de cette première édition, nouvelle formule, Intelligence Marketing Day. Donc de grands pouvoirs amènent de grandes responsabilités, comme disait l'autre. Marc, the floor is yours. Merci beaucoup. Bon, mais d'abord, merci d'être là et merci à toutes les équipes de m'accueillir. C'est toujours un chouette moment de partage avec les gens. Donc j'ai une demi-heure pour partager 25 ans de passion, donc je vais essayer de vous donner quelques clés. Et ce que je vais essayer de faire, c'est vous mettre quelques petites graines pour que vous puissiez aller chercher un petit peu d'autres manières de faire, parce qu'on va parler beaucoup d'IA, on en parle beaucoup. L'humain, ça reste quand même... Enfin, une IA ne va jamais acheter vos produits, donc ce sont des humains. Et c'est quoi, ces humains? Et souvent, en fait, vous êtes né avec une machine incroyable à l'intérieur de votre cerveau, enfin de votre crâne, votre cerveau, et en fait, personne n'a reçu de mode d'emploi avec. Or, vous allez voir que c'est juste énorme. Et donc, je vais vous parler de neurosciences, de comportement, mais aussi de performance, puisque l'idée, c'est aussi que vous puissiez un petit peu repartir avec des choses pratiques. Alors, donc... Aujourd'hui, on sait que les clients vivent dans un monde d'opulence. Enfin, vous, nous, enfin, tout le monde, on vit dans un monde d'opulence. Aujourd'hui, essayez de ne pas trouver quelque chose sur Google est le challenge. Parce que trouver un stylo avec des petites billes bleues et des ronds et des lignes rouges, vous trouverez tout aujourd'hui. Donc, ce monde d'opulence, c'est important parce que pour un même besoin, vous allez avoir des gens qui ont accès à des milliers d'offres. Et quand je dis des milliers d'offres, je suis vraiment gentil. Alors là, je vous ai montré juste quelques exemples très simples, hein. Donc, par exemple, ici, voilà, quel est le meilleur réfrigérateur? Donc, vous tapez simplement ça dans Google et vous vous retrouvez avec 16 millions de résultats. Donc, pour choisir un réfrigérateur, vous en avez pour 200 ans à lire tous les contenus qui existent. Alors, ça a l'air amusant comme ça, mais en fait, vous prenez n'importe quoi et vous allez vous retrouver avec des résultats de ce type-là. Et donc, ça crée quelque chose de différent dans la tête des gens et vous allez voir que l'adaptabilité humaine n'a pas suivi cette courbe de progression. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nombre de produits exponentiel. Vous trouvez, moi pour l'instant j'étais occupé à chercher un casque de vélo, je ne sais même plus ce que je dois choisir tellement il y en a. Donc le nombre de services, vous en avez partout et c'est tous les jours, il y en a de plus en plus parce que les entreprises ont tendance à croire que donc pour pouvoir tenir sur le marché, il faut donc innover et donc encore amener de nouveaux services, encore amener de nouveaux produits, encore amener de nouvelles informations, etc. Or,
si vous regardez, vous sortez de vos métiers et vous regardez vos vies et vous allez voir que, en fait, en gros, il y a des informations partout, on reçoit des trucs partout, on a des mails tout le temps, et donc ça devient vraiment quelque chose qui est compliqué à gérer. Et donc pour un client aussi, parce que regardez le nombre de divertissements, par exemple, regardez le nombre de millions, c'est en millions le nombre de séries qui existent aujourd'hui. Vous cherchez un reportage sur n'importe quoi dans YouTube, vous allez le trouver. Donc, or, il y a 50 ans, on n'avait pas du tout le même rapport à ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans les nouvelles technologies aussi, on parle de l'IA aujourd'hui, mais c'est juste encore ajouter des choses à cette courbe exponentielle. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, l'adaptabilité humaine, elle n'a pas du tout évolué à cette vitesse-là. Alors là, je ne vous parle pas d'adaptabilité, le fait de pouvoir m'adapter à mon environnement, je vous parle de génétique. Donc, l'idée, c'est que votre cerveau a été créé en millions d'années, et donc, les fonctions qui ont été développées en priorité pour notre survie quand on était au bout de la chaîne alimentaire, c'était de survivre. Donc notre cerveau est fait pour être rapide, pas exact. Donc en fait, on n'a pas fait un reset du cerveau, je ne sais pas moi, au Moyen-Âge ou à un autre moment, en disant ah bah tiens, tous les enfants maintenant, on va enlever tout l'historique de notre cerveau et on va en faire un nouveau. Non, 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 non. Le crâne que vous avez là, le cerveau que vous avez dans votre crâne aujourd'hui est pratiquement le même qu'il y a 40 000 ans. Pratiquement le même. Alors vous allez me dire, mais enfin Marc, vous déconnez, on ne savait pas lire il y a 40 000 ans, etc. Ah non, non, mais lire, il n'y a pas de zone dans le cerveau pour lire, par exemple. C'est du bidouillage qu'on fait. On a appris à reconnaître des caractères, et cette fonction-là permettait en fait de pouvoir survivre en reconnaissant les êtres qu'on avait autour de soi. Donc le problème de cette différence des deux courbes fait que les clients ont beaucoup moins de disponibilité. Alors je parle des clients, mais voilà, c'est plus pour vous, et essayez peut-être de le remettre sur vos clients. Mais il y a beaucoup plus d'exigences, puisque en fait, je me retrouve avec tellement d'offres possibles. Le problème, c'est que je vais avoir plein de doutes aussi, parce que je ne vais plus savoir quoi choisir. Donc je vais avoir une attention qui va diminuer, un engagement, on le sent bien, hein, quelqu'un peut très vite passer d'une marque à l'autre comme ça, moins de patience, etc. Alors la question que j'ai envie de vous poser, très simple, mais basique, et j'espère que c'est celle-là que vous allez retenir aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer à créer plein de services, des produits, etc. Ou est-ce qu'il faut se concentrer sur le comportement des gens qui, eux, sont dans cette courbe-là? Et donc, c'est un vrai shift de paradigme que je vais vous proposer aujourd'hui et qui fonctionne, puisque je vais vous montrer des exemples aussi de réalité de cela. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait la performance commerciale ou digitale? Est-ce que c'est le produit que vous créez? Ou est-ce que c'est le comportement d'achat de la personne qui voit votre produit? Est-ce que c'est votre pub? Ou est-ce que c'est le comportement des gens que vous voulez avoir en créant une pub? Ce n'est pas du tout la même chose. Et souvent, on est dans le faire. Dans une entreprise, on dit « Ah, tiens, on va lancer un nouveau produit. Allez, hop, on est parti. » Alors, on fait un peu de recherche sur les utilisateurs, les clients, etc. Mais la majorité du temps, on est concentré sur le produit, le service, la pub, etc. Et in fine, le comportement au bout, on ne sait pas trop comment ça marche. Et donc, on croise un peu les doigts en se disant « J'espère que ça va fonctionner au bout. » Et donc, le problème, c'est qu'évidemment, on ne peut pas continuer comme ça. Vous avez compris avec la courbe que je vous montrais avant, et ce n'est pas parce que l'intelligence artificielle va arriver que ça va faciliter les choses. On va encore se retrouver avec d'autres problèmes. Et donc, je vais vous montrer ici un exemple. C'est celui de MMA, mais je pourrais vous parler de Nature et Découverte, de Chanel, enfin voilà, de plein de marques qui ont travaillé différemment. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est des gens qui tapent dans Google « devis assurance auto » et qui arrivent sur des sites d'assureurs. Et c'est le pourcentage des gens qui commencent une tarification auto, donc pour une assurance auto, jusqu'au bout du processus. En moyenne, c'est 20%, donc ce sont les données qui proviennent de chez Google. MMA est à 39%, et sur les produits habitation, ils sont à 59%. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Parce que toutes les boîtes ont des budgets aujourd'hui. Toutes les boîtes parlent d'expérience client. Toutes les boîtes ont des méthodes. On peut avoir accès, comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous cherchez des formations pour, je sais pas moi, pour améliorer vos équipes digitales, vous allez en trouver pléthore. Donc, ce n'est pas ça qui fait la différence. La réelle différence qui est entre ces deux chiffres-là, c'est que d'un côté, on a un ancien paradigme que je vais vous décrire maintenant, et de l'autre côté, on a un nouveau paradigme qui est simplement lié à ce que je vous ai montré avec la courbe tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'humain est important.
dans tout ce que l'on vit maintenant, l'humain est essentiel, parce que c'est lui qui achète, c'est lui qui lit vos news, c'est lui qui va vous contacter. Ce n'est pas tous les produits que vous faites, vos centres d'aide, etc. Ce n'est pas tout ça qui fait ça. Bien sûr, c'est important, hein. Mais le shift, c'est de se dire, est-ce que c'est plus important de penser à mon produit ou est-ce que c'est plus important de penser au comportement que je dois générer derrière? Et donc, je vais vous décrire l'ancien paradigme. Comme ça, vous allez voir un petit peu, en règle générale, ce qui se fait. Alors, hop, voilà. Donc, dans l'ancien paradigme, comment ça fonctionne? On se focalise sur la conception. Et c'est naturel, on est humain, donc on a envie de construire des choses. Hein, construire des Legos, faire des choses, être fier de construire un produit, de participer à un projet, de lancer une nouvelle campagne de pub, etc. Et dans certaines boîtes, pas toutes, il y a de la recherche qui est effectuée avant. Mais je peux vous dire que c'est toujours un challenge pour que les équipes qui sont en conception prennent le temps de faire ça, parce qu'on va leur dire on n'a pas le temps, allez, il faut vite, on a 3 mois, il faut que ça sorte avant fin d'année, etc. Avec, évidemment, on vient sur cette courbe-là où les gens, ils en ont tellement qu'en fait, il va falloir des efforts de malade pour arriver à pousser en fait vos produits, de nouveaux produits, etc. Et donc, quand ils font de la recherche, en règle générale, les boîtes, eh bien, on va faire des personas. Hein, donc, je ne sais pas dans la salle qui a déjà fait des personas, mais probablement la majorité. Vous savez, cette espèce de CV dans lequel on a la tête de Véronique qui adore le patinage artistique et qui se dit qu'en voyant une pub de Engie, se dirait bien « Ah, ben moi, alors mon fournisseur d'électricité, c'est important. » C'est un petit peu comme si vous preniez votre CV, que vous me le donniez et que vous espériez que la richesse des personnes que vous êtes, j'arrive à les voir à travers une fiche A4. Mais c'est à peu près ça qui se passe. Et donc, alors on va leur demander, hein, c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos attentes, c'est quoi les fonctionnalités utiles, ce serait quoi l'expérience idéale. Et alors après, on se fait aussi embêter tous les jours par des centaines, enfin moi je reçois des centaines par mois de mails en disant votre avis est important. Hein, alors il faut remplir une petite enquête par mail. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais l'adresse mail qui est envoyée, alors qu'on me dit que je suis important, c'est noreply@ng.fr ou ng.com, etc. Et puis, quelque part, le comportement, eh bien, dans la réalité, on croise les doigts. On se dit, on serre les fesses et on se dit, j'espère que ça va marcher. Alors, on essaye, évidemment, de se rassurer avec plein de choses. Hein. Donc, on va essayer de mettre en place des tests, etc. Mais la réalité, c'est que ça se passe la majorité du temps comme ça. Et là, je parle très ouvertement. Moi, j'ai eu les mêmes problèmes. Et régulièrement, je dois tout le temps me dire, attention, Marc, ce que tu es occupé à faire n'est pas dans le bon mood, quoi. Par exemple, ce que j'ai fait en préparant la conférence, ce n'est pas de me dire qu'est-ce que je vais donner comme conférence. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux que vous reteniez? Quels sont les comportements que je voudrais que vous ayez en sortant de la salle? C'est plus important, vous, que moi. Eh bien, dans le monde des entreprises, en règle générale, 80% des gens dans les entreprises ne voient même pas de clients. Donc c'est compliqué, évidemment, dans un monde, comme je vous le montrais tout à l'heure, où l'adaptabilité décroche complètement des produits. Eh bien, si je ne suis pas en contact direct avec les clients ou que je ne le connais pas bien, eh bien, en fait, je vais me retrouver forcément avec des données qui vont être erronées. Et donc, ce paradigme, en règle générale, les entreprises font comme si. Hein, donc, quand on va interroger le client, on fait comme si le client savait ce qu'il veut. Donc, c'est pratique. Moi, je ne sais pas ce que le client veut, donc je vais lui demander, puisque lui, il sait ce qu'il veut. Et en plus, il va pouvoir me l'exprimer. Donc, je vais lui demander. Il sait pourquoi il fait les choses. Donc, si, par exemple, vous avez une application avec un truc qui ne fonctionne pas, etc., ben, vous allez demander au client, et forcément, ce qu'il va vous dire, puisqu'il sait pourquoi il le fait, ben, il va pouvoir vous le dire. Et c'est tellement rassurant. Donc, il est rationnel. Donc, tout ce qu'il vous aura dit, bah, forcément, il a réfléchi avant, et donc, ce qu'il vous dit est vrai. Donc, il est consciemment intéressé. Donc, à chaque fois que, par exemple, quand moi, je cherche les casques de vélo, eh ben, je suis consciemment intéressé par chacun des éléments et je vais choisir en pesant les pour et le contre. Forcément, on fait comme si le client voyait tout. C'est pour ça qu'on continue à mettre sur des homepages des carousels, des trucs, ou dans les ascenseurs, dans les entreprises, de la communication interne qu'il n'y a personne qui regarde, ce genre de choses-là. D'accord ? Et on pense que toutes les actions sont conscientes, que le client a une excellente mémoire, etc. Sauf qu'il y a, ça, en fait, ça s'appelle Homo economicus. Sauf qu'il y a un tout petit problème, c'est qu'il n'y a aucune de ces phrases, pas une qui est juste. Pas une seule de ces phrases n'est juste. On peut partiellement savoir exprimer nos besoins. Oui, bien sûr, on peut partiellement expliquer pourquoi on fait les choses. Alors pourquoi est-ce que je parle partiellement ? Eh bien parce qu'à l'intérieur de votre cerveau, la conscience ne représente qu'une toute petite partie des activités cérébrales. En fait,
95% des activités cérébrales sont non conscientes. Vous n'y avez même pas accès. C'est-à-dire que, par exemple, vous devez choisir un restaurant, vous allez dire tiens, on va chez l'italien ou tiens, on va chez le japonais. Ensemble, vous dites tiens, on va chez le japonais. Vous êtes conscient du résultat, mais la mécanique qui a créé pourquoi je veux plutôt aller chez le japonais, à 95%, c'est des activités de la mémoire, etc., qui sont simplement activées à notre insu. Et pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Parce qu'il y a 40 000 ans, quand on voyait dans la savane des herbes bouger et que d'un côté j'avais un zèbre et que j'étais occupé à chasser et de l'autre je voyais les herbes bouger, il ne fallait pas que je commence à me dire « Ah tiens, là je suis occupé à chasser le zèbre. Ah Marc, là il y a potentiellement un prédateur. Ah tiens, on dirait un mâle de la famille des félidés. Mais vu où se trouve le soleil, à mon avis il a déjà déjeuné. Si vous mettiez en place ces mécanismes rationnels, vous étiez mort. » Donc, la raison pour laquelle on dit toujours que votre système émotionnel est plus important, c'est simplement parce qu'il fonctionne en backstage depuis des millénaires pour vous éviter en fait, de vous faire avoir. Alors aujourd'hui, ce n'est plus des lions, mais c'est de choisir entre deux paires de chaussures. C'est plus je vais me faire bouffer par, mais c'est est-ce que je dois vraiment aller à cette réunion parce que je sens que ça va être embêtant. Et donc, mais ces mécanismes que vous avez dans la tête sont toujours les mêmes. Et comme je vous disais, il n'y a aucune de ces phrases qui est vraie. Alors, simplement pour vous le faire sentir, je vais vous demander de faire un petit exercice. Alors, ceux qui ont une feuille, vous pouvez noter si vous voulez, et les autres, essayez de répondre mentalement à la question que je vais vous donner maintenant. OK ? Dessinez de mémoire un billet de 5 € dans votre tête ou sur une feuille. OK ? Et je vous donne 30 secondes pour faire ça. Top, c'est parti. Il vous reste 15 secondes. Attends, moi je vais aller demander à quelqu'un de nous décrire ce qui... Oui, vas-y. Comment... Ah ben voilà. Comment dessiner de mémoire un billet de 5 €? Dessiner, c'est bon? Bon, il y a quoi dans un billet de 5 € alors? Il y a déjà le chiffre 5. D'accord, voilà. Il est rectangle, vert. Rectangle, ouais. Et voilà. C'est pas mal? Et voilà. Bon, une autre personne, je vais prendre au hasard parce que c'est intéressant. Tiens, bonjour. Comment Bonjour. Prénom? Gurvan. Gurvan, un billet de 5 €, ça a Je quelle sais tête? qu'il y a une bande brillante. Ouais. Voilà. J'en sais Il n'y pas a, beaucoup que plus. la bande brillante. Non, il y a ce que la dame a dit avant. La dame, elle a dit ça. Il y a quoi dans un billet de 5 €? Bonjour. Bonjour. Eh bien, il y a aussi une tête célèbre. Mais ah non, peut-être pas une tête ou un monument européen. Bon. Peut-être. Alors, on va poser la question, on va demander la réponse à Marc. Marc, Écoutez, ça a quelle tête un alors, billet de 5 €? ce qui est très intéressant avec ce que tu viens de faire là, c'est que vous avez déjà tous les trois post-rationalisés. C'est-à-dire que c'est stressant quand PPC arrive avec son micro en disant tiens, il y a quoi dessus? C'est le Et vous prédateur, avez déjà qui parlait. Et vous avez déjà eu le temps d'y réfléchir. Mais pour faire simple, vous avez vu un rectangle, un 5 dedans. Ça, c'est sûr. D'accord? Or, des billets de 5 €, vous en utilisez régulièrement. Je ne vais pas dire tous les jours, puisqu'on a nos cartes de crédit, mais régulièrement, vous utilisez des billets de 5 €. Donc, ça, c'est ce que vous allez voir ici. C'est en moyenne, je veux dire, ça, c'est déjà quelqu'un de mon équipe qui avait déjà dessiné la Tour Eiffel. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a effectivement des monuments européens qui peuvent apparaître dessus. Alors, si on regarde maintenant un vrai billet de 5 €, voilà à quoi ça ressemble, d'accord? Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est ceci. Si votre produit, c'est ça, c'est quoi les 5 € ou ce qu'ont retenu les gens de ce que vous proposez ou de ce que vous allez dire ou de la conférence que je suis occupé à donner? Quand vous allez sortir, c'est quoi que je voudrais que vous reteniez des 5 €? C'est-à-dire le rectangle et le 5. Pourquoi? Vous travaillez tous les jours, vous avez déjà vu des billets régulièrement avec des billets de 5 € et pourtant, vous avez du mal à le décrire. Et c'est normal, c'est juste pour vous exprimer ce que je vous montrais avant, c'est que ce n'est pas parce que vous utilisez régulièrement quelque chose que si je vous demande comment c'est, vous allez pouvoir répondre. Et alors le problème, c'est que quand il y a des clients à qui on pose la question, dépendant de comment ils sont, etc., vous allez avoir en fait toute une série de biais qui vont se mettre en route et vous allez avoir des données qui sont parfois justes, mais la majorité du temps, elles sont complètement incomplètes et on continue à produire. On innove aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'innovation et autant d'échecs.
Avant, il y avait des innovations et moins d'échecs. Mais là, aujourd'hui, il y a des innovations partout. Et en fait, ce sont des échecs. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, on n'est plus dans le même monde. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le comportement des gens. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une différence aussi importante entre les deux billets ? Eh bien, tout simplement parce que quand vous allez demander à un client ou votre client, il y a une énorme différence entre ce qu'on pense qu'il pense et la réalité de ce qu'il pense vraiment. Alors, quand on dit penser, ça veut dire plus large que simplement consciemment. Nous, on a fait des tests en EEG où on parle avec les gens en entrée. Et je me souviens d'une personne qui me disait « Je suis super positif dans la vie ». Et pendant qu'il était occupé à me dire ça, je voyais les activations dans son lobe orbitofrontal où on voyait en fait des émotions négatives à chaque fois qu'il le disait. Donc, il y a toute une mécanique derrière dans votre cerveau qui est importante à comprendre. Donc, il y a une très grosse différence entre une intention de faire quelque chose et la réalité des comportements. Et ça, on le voit souvent. Ah ouais, non, ce serait vraiment chouette si vous mettez ces fonctions-là. Alors, vous passez du temps à mettre cette fonction-là à l'intérieur d'un site, et puis il n'y a personne qui l'utilise, ou peu. J'ai des exemples d'entreprises pour lesquelles on travaille, entre autres dans le CAC 40, des gens qui ont mis des millions d'euros sur la table pour faire des applicatifs qui sont utilisés par moins d'une dizaine de personnes. Et ce n'est pas parce qu'ils se sont dit « Allez les gars, on va tous s'y mettre pour que ça ne marche pas hein. ». Jamais, tout le monde se dit toujours, tout le monde est de bonne volonté, on se dit « Allez, on va le faire, on va… » Mais c'est le paradigme qui est erroné. Parce que si je commençais à me poser la question de « C'est quoi le comportement de ce que je veux générer ?» Et est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il y en a un ? Parce que si on n'a pas, on a un problème. Hein, on peut créer tous les produits qu'on veut, ça ne marchera quand même pas. Et donc, avec le billet de 5 €, ce qu'un client est capable de vous exprimer, c'est un fragment de la réalité. Et donc, ces comportements réels, eux, sont beaucoup plus complexes que simplement quand vous allez leur demander. Et je n'ai pas besoin de demander de lever la main, mais la majorité du temps, qu'est-ce qu'on fait ? À la limite, si on passe une journée avec des clients, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Donc, quand on fait des projets. Donc, oui, et en plus, quand on ne comprend pas bien comment fonctionne le cerveau, on va se retrouver avec ça. C'est-à-dire que les entreprises, elles, quand on leur demande est-ce que l'expérience client est importante, oui, c'est à 90%, c'est stratégique. Et puis, quand on demande aux clients, il y a 80% des clients qui disent ils ne me comprennent pas. Or, ce n'est pas fait exprès. Je veux dire, il n'y a personne qui se dit je vais le faire exprès. Ici, une autre stat, hein, donc 69% nous offrons, les équipes sont sûres d'offrir quelque chose de bien, et puis en fait, dans la réalité, 51% des gens passent à la concurrence. Et vous voyez cette volatilité dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que les gens sont plus exigeants, mais vous aussi, hein, qu'on a plus de choix, donc on a plus de doutes, mais on sait aussi qu'on peut vite changer. Et donc tout ça, ce sont des données comportementales qui sont importantes à faire. Alors, si ce paradigme est erroné, d'un autre côté, grâce aux neurosciences maintenant, depuis une dizaine d'années, grâce à tout ce qui est imagerie médicale, on est en capacité de pouvoir mesurer ça. Ce que vous voyez là, par exemple, ce sont des vrais tests qu'on a réalisés dans le cadre de la mission MMA, pour pouvoir s'assurer de ce qui se passe vraiment dans le cerveau des gens au moment où ils vont réceptionner des mécanismes d'offre. On a par exemple découvert que la couleur d'un bouton en démarrage de processus sur des comportements occasionnels, comme ce qu'on a là, c'est-à-dire prendre des assurances auto, est beaucoup plus pertinent que d'aller mettre du bleu ou de l'orange ou n'importe quoi. Et ça n'a rien à voir avec la charte graphique. Et par contre, une fois que la personne arrive au bout, donc une fois qu'on a toutes les informations, là, on peut passer sur des boutons beaucoup plus engageants. Mais ce genre de choses-là, aujourd'hui, on est en capacité de le mesurer. Alors, de nouveau, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, je vous dis, j'ai une demi-heure, donc je vais essayer de vous faire naître des choses. On va faire un second petit test, ok ? Je vais vous demander dans quelques instants de fermer les yeux. Il n'y a rien qui va se passer, donc ne vous tracassez pas, il n'y a pas de mauvaise blague. Hein. Donc, c'est juste pour que vous ayez plus de facilité à laisser remonter les souvenirs que je vais essayer d'activer chez vous. Ok ? Allez-y, fermez les yeux. Vous allez entendre un son et vous laissez simplement remonter les souvenirs. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Ouais. Je voudrais juste, collectivement, ça vous rappelle quoi ? À la 3. 1, 2, 3. Ça vous rappelle quoi ? Voilà. C'est la fin des cours. C'est intéressant ce qu'a dit Violette. Oui. C'est intéressant. Alors, ce qui était très intéressant, c'est vachement bien. Évidemment, vous ne vous êtes pas vus, mais la majorité d'entre vous, vous étiez occupés à sourire. Or, je vous rappelle quand même qu'on est à Rennes, dans une salle de conférence.
que les souvenirs et les émotions que vous avez pu ressentir avec un simple son, okay, sont une réalité dans vos têtes. C'est pas quelque chose, c'est pas parce qu'on est ici que ça n'a pas existé. Okay. Ce qui est très intéressant, si je reviens à notre paradigme, si je voulais construire quelque chose dans lequel, avec pratiquement tous les gens que j'ai ici qui sont des inconnus pour moi, je voudrais avoir la même réaction qui est de dire école, je design le comportement et je choisis le son qui me permet de faire ça. Dans l'ancien paradigme, je crée des sons, j'essaye, je teste, je regarde, j'en crée des nouveaux, et jusqu'au moment où je vais me retrouver en me disant « Ah ben oui, ben tiens, il y en a un, ah non, il y en a un qui dit que c'est la barrière de chemin de fer. Ah non, il faudrait peut-être rajouter des enfants dedans parce qu'en en fait, on voudrait générer ça. » Ce qui est très intéressant avec ce son, évidemment, c'est un stimuli très simple, mais il y a la possibilité de pouvoir, en comprenant mieux comment fonctionne le cerveau, préparer des comportements. Alors après, on pourrait peut-être parler d'éthique dans les questions, etc. Et donc, effectivement, 99% des gens ont pensé à une école. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que probablement, certains d'entre vous se sont vus, on va dire, entre 7 et 10 ans. Okay, bon, je ne vous connais pas, hein. Donc, et ce n'est pas du mentalisme que je fais là. Donc, vous avez probablement vu l'école, la cour de récréation ou des souvenirs que vous avez eus, on va dire, de votre présence dans cette école. Peut-être les parents qui venaient vous chercher, etc. Alors, je vais vous montrer ce qui s'est passé à l'intérieur de votre cerveau. Donc, au moment où le son s'est activé, vous avez en fait une zone qui s'appelle le putamen et qui est spécialisée dans la production de plaisir immédiat. Donc, en règle générale, dans le système de la récompense, le putamen est une des zones qui est fortement activée. Mais vous avez aussi les noyaux accumbens, donc l'anticipation de plaisir. Par exemple, aujourd'hui, quand Netflix lance des séries, c'est très important au bout de la première série que la personne anticipe le plaisir de voir la seconde. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils investissent dans 5-6 séries, ils mettent de l'argent, ils passent le premier épisode et ils voient en fait si les noyaux accumbens sont activés. Alors, vous avez d'autres zones, comme par exemple la projection dans des situations déjà vécues, les souvenirs autobiographiques, donc, qui sont, donc, vous voyez dans l'espèce de virgule bleue là, qu'on appelle les juristes singulaires. Et donc, vous avez aussi à l'arrière, peut-être, vous êtes vu dans un endroit physique. Donc, ce que j'essaye de vous montrer là, c'est que le sourire que vous avez ressenti, ou les émotions que vous avez ressenties, et le mot école que vous avez sorti, on peut aujourd'hui cartographier 180 fonctions cérébrales différentes à l'intérieur de votre cerveau. Vous n'en avez pas conscience. Parce qu'une fois que le résultat arrive, ça a l'air d'être cohérent et ça forme un ensemble. Mais il faut savoir que cet ensemble est divisé. C'est comme quand vous allez écouter un philharmonique, vous entendez une musique, mais c'est quand même 180 instruments, musiciens, etc. qui jouent. Eh bien, les neurosciences ont permis de découvrir ces 180 fonctions. Alors, si un jour on connaîtra ça du cerveau, avec tout ce que je vous montre là, on en connaît ça, hein, c'est en pleine découverte. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grammaire cérébrale qu'on peut aujourd'hui concrètement utiliser en marketing, en digital, en vente aussi, hein, parce qu'on parlait de performance, mais c'est de performance commerciale aussi. Donc, je vous parlais de l'anticipation de plaisir, c'est un endroit particulier dans le cerveau. Le danger ou la peur, c'est un endroit particulier dans le cerveau. Donc, le plaisir immédiat, le niveau de motivation émotionnelle. Quand vous êtes dans une réunion et que la dernière fois, c'était super bien passé et c'est avec des chouettes personnes, vous allez avoir un niveau de motivation émotionnelle élevé. D'accord ? Si la réunion, c'est... en plus, j'étais occupé à faire quelque chose et la dernière fois, c'était chiant, votre niveau de motivation émotionnelle va être très bas. C'est une zone de votre cerveau qui décide ça. Et d'ailleurs, vous le sentez physiquement, parce que quand vous devez aller dans le deuxième cas à la réunion, vous allez avec les pieds de plomb. Alors que dans la première, vous allez être motivé à y aller. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Et tout ça, en fait, on ne se pose pas comme question. Comme je disais, on n'a pas le mode d'emploi de notre cerveau. Et pourtant, ce niveau de motivation émotionnelle est important. On a à l'intérieur de notre système émotionnel, donc c'est le système que je vous montre là, le système limbique, donc on a une zone qui est une gare de triage et qui va en fait filtrer tout. Donc, par exemple, quand vous arrivez sur un site et que vous cherchez quelque chose en particulier, eh ben, tout ce qui n'est pas la proie que vous cherchez, vous allez le dégager. Et ce n'est pas vous consciemment qui faites ça. C'est le cerveau qui se dit, ça y est, X1, Y1, X2, Y2, encore une pub, dégage. Et on voit en eye tracking les mouvements qui tournent autour des pubs. Alors on se dit, on peut continuer, hein, on peut continuer. Allez, on va encore mettre plus. Allez, on va utiliser l'intelligence artificielle pour encore mettre plus. Ou alors on se dit, bon, parce qu'il ne faudrait pas que je design d'abord le comportement des personnes à qui je m'adresse. Okay ? Donc on a... Voilà, donc ici, vous avez le gyrus singulaire, donc l'espèce de truc bleu là. Ça, c'est vraiment tout ce qui est lié à votre perception à je. Donc, qu'est-ce que je risque avant de faire quelque chose ?
qu'est-ce que je me souviens. D'accord ? Et toutes ces fonctions cérébrales sont donc, comme des instruments d'un philharmonique, activées ensemble de manière à ce que vous ayez des pensées conscientes. Mais vous vous rendez bien compte que toutes vos pensées ne sont pas conscientes. Pourquoi est-ce que, quand vous devenez expert, vous avez moins besoin de réfléchir ? Un très très bon joueur d'échecs, ce n'est pas quelqu'un de plus malin que quelqu'un d'autre. C'est juste quelqu'un qui a vu des milliers de parties et qui les a mémorisées et qui les voit. Donc, vous voyez, c'est différent comme approche. Et en fait, ce qui est super, c'est que donc cette grammaire cérébrale, on peut l'utiliser dans plein de disciplines, le digital, le commerce, etc. Alors, si vos clients ne sont pas des Homo economicus, ils sont des Homo sapiens, ça c'est sûr. Alors là, pour le coup, c'est 100%. Donc, et Homo sapiens, il a aussi des caractéristiques. Par exemple, 97% de ce que vous voyez est flou. Alors vous allez me dire, alors non, là, Marc, ça suffit, le petit test, c'est amusant, etc. Mais non, là, non, je vois net. Alors, on va faire un autre petit test, d'accord ? Vous regardez le 9 de 97 et vous avez une crampe oculaire. Vous ne savez plus bouger votre œil du 9, d'accord ? Vous ne pouvez plus bouger votre tête, ni bouger votre œil du 9. Je sais que c'est inconfortable, mais essayez de garder. Sans bouger votre œil du 9, dites-moi quelle est la couleur des yeux du bonhomme à gauche. C'est flou. Alors relâchez parce que c'est très désagréable comme sensation. Maintenant, bougez votre œil sur ses yeux à lui. Vous avez de nouveau une crampe oculaire, d'accord ? Vous ne pouvez plus bouger votre œil. Vous pouvez répondre à la question avec les yeux. Mais est-ce que vous arrivez à lire la deuxième ligne de texte à droite ? Non. Donc, quand vous tendez votre main, votre bras comme ça, vous voyez net sur la surface de votre ongle. Tout le reste devient progressivement flou. C'est quand même très intéressant, parce que quand je crée une pub, un truc, etc., et que je dois obliger l'utilisateur à aller chercher à gauche, à droite, remonter, descendre, est-ce qu'il va vraiment le faire ? Et du design du comportement, c'est générer des parcours qu'on voudrait que les personnes fassent. Alors, on parlera tout à l'heure peut-être de manipulation, etc., d'éthique, mais personnellement, je pense que, bien sûr, il y a moyen de manipuler des gens à long terme. On l'a vu en politique, je crois qu'ils sont les champions du monde pour ce genre de truc. On a vu ce que les nazis ont pu faire en quelques années. Mais franchement, quand j'achète un casque de vélo, j'ai quand même ma tête, quoi. Donc, on ne peut pas manipuler les gens comme ça, d'accord ? Donc, votre cerveau fonctionne en millisecondes, pas en secondes. Alors oui, votre conscience fonctionne en secondes. Mais tout ce qui est en backstage, c'est en millisecondes. Vous imaginez 1000 fois plus rapide qu'une décision que vous pouvez prendre en une seconde. C'est quand même énorme, tout ce qui se passe là derrière. 80% des décisions sont basées sur des informations émotionnelles. Alors ça aussi, important, émotion ne veut pas dire sentiment. C'est pas j'aime bien, j'aime pas, celui-là il est sympa, etc. Une émotion, ça vient de motio en latin, ça veut dire mise en mouvement. C'est-à-dire que je me mets en mouvement, que ce soit positif ou négatif, je vais me mettre en mouvement. Et donc, il faut savoir qu'à l'intérieur de votre cerveau, le système limbique a été développé en premier. Or, vous l'avez vu, il est tout petit, donc les informations circulent plus vite là-dedans que si je devais prendre le périph' à Paris. Si je suis dans le centre, c'est plus facile. Ou si je suis ici et que je veux trouver un croissant, c'est plus facile si je vais à la boulangerie du coin que si je dois aller chercher plus loin. En fait, dans votre cerveau, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, il y a des couches qui se sont mises et ça prend plus de temps de circuler. Mais les informations, elles, le filtrage, etc., tout ça se passe là, dans ce système émotionnel. Et c'est pour ça qu'on dit que le système émotionnel est tellement important. Ce n'est pas comme on essaye de vous vendre en disant « Ah oui, mais non, mais c'est le cerveau reptilien qui vend » ou non, tout ça, c'est des bêtises, tout ça. Par contre, la réalité, c'est que le système émotionnel, aujourd'hui, on est en capacité de le mesurer et on voit bien que 80% des décisions sont initiées à l'intérieur de cette zone-là. Alors, vous avez 70 000 pensées par jour. Même si vous êtes bavard ce soir, je pense que si vous arrivez à en dire 100, ce sera déjà pas mal. Et puis, 95% des informations sont non conscientes. Ce n'est pas tout à fait le même plan que notre Homo economicus de départ, où c'était très confortable. Je vais juste demander à mes clients ce qu'ils pensent, et forcément que ce qu'ils vont me dire est juste. Ce n'est pas la même chose. Donc, 100% de vos clients sont des Homo sapiens, ça c'est sûr. 100% des Homo sapiens sont un cerveau, c'est sûr. Et 100% de leur comportement se passe dans ce cerveau. Donc, je suis persuadé que l'intelligence artificielle est une révolution, mais c'est une révolution d'industrialisation de l'intellect, des métiers d'intellect. Par contre, le comportement, lui, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on dit, par exemple, qu'on veut mettre en place des normes pour la planète dans des hôpitaux, par exemple, c'est des comportements. Quand quelqu'un doit acheter, c'est un comportement. Donc, tout ce qu'on fait en une journée, depuis le matin jusqu'au soir, boire un café, être ici, c'est des comportements. Donc, qu'est-ce qui est le plus important ? Je ne peux pas d'ailleurs les mettre en plus important ou pas, mais en tout cas,
de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, c'est vraiment essentiel. Alors, que font les meilleurs pour être les meilleurs? Eh bien, c'est très simple. À la place de mettre le comportement au bout, on va le mettre au début. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord analyser le comportement actuel des gens. Par exemple, quand vous voyez des innovations qui ont très bien fonctionné, par exemple l'arrivée des téléphones mobiles, l'iPhone. L'iPhone a fait quoi? Vous croyez qu'ils se sont dit, tiens, on va faire un truc où il n'y a personne qui téléphone, où il n'y a personne qui va chercher des informations et on va créer un nouveau comportement? Jamais. Hein. Les comportements qui fonctionnent très bien, on va s'ancrer dans des habitudes que les gens ont. Mais pour ça, il faut les comprendre. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va en fait faire ce qu'on appelle un profilage comportemental. Et on ne va pas aller chercher des personas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ce qui a 70% de commun à tout le monde. Par exemple, chez Netflix, ils n'ont aucun persona. Ils ne travaillent pas avec des personas. Par contre, je peux vous dire qu'au niveau de la compréhension de leurs clients, alors là, ils investissent. Hein. Et là, dans le profilage, on va utiliser ce qu'on appelle des variables comportementales, c'est-à-dire toutes les fonctions cérébrales que je vous ai montrées, on va les analyser. Ensuite, deuxième chose, c'est on a le comportement actuel. On va se dire, demain, est-ce que je peux changer le comportement, oui ou non? Quels sont les freins? Quels sont les leviers? Et là, on est dans une réflexion qui est complètement différente. Parce qu'au moment où on va rentrer dans la conception, on a déjà une idée de comment le comportement va opérer. Quels sont les freins qu'on va avoir? Quels sont les leviers sur lesquels je peux jouer? Quelles sont les choses que je risque de rencontrer, etc. Et une fois qu'on rentre dans cette démarche-là, on n'est pas du tout dans les mêmes résultats. Et toutes les missions qui ont été effectuées avec ce type de technique, aujourd'hui en tout cas, ont amené des résultats complètement différents. Donc, par exemple, on travaille pour une entreprise qui fait de la télévente. C'est quand même une boîte qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Ils ont fait 130 millions en 3 mois en plus. Pourquoi? Parce que tous leurs commerciaux étaient formés à des techniques. Et les techniques de vente, c'est le meilleur moyen pour avoir quelqu'un qui ne s'investit pas avec le client qu'il est en face de lui. Donc, qu'est-ce qu'on leur a fait? On leur a dit, OK, nous, ce qu'on veut, c'est que dans la tête du client, voilà ce qui doit être généré. Voilà les pensées que le client doit avoir, ce qu'on appelle la technique des micro-pensées. Et donc, on décrit le processus que la personne doit avoir, le client. Et puis, on demande au commercial comment tu vas générer ça. Et on contrôle ça. On contrôle pour voir si effectivement le client génère bien ces trucs-là. C'est complètement différent comme approche que de dire je vais encore former mes gars au closing, machin. Tout ça a très très bien fonctionné. Je ne suis pas occupé à dire que ce n'est pas bon. Je dis juste que, vous l'avez vu au début, on est dans une ère aujourd'hui où on ne peut plus simplement prendre des techniques de base et les appliquer telles quelles. Il faut changer de paradigme. Il faut passer à un marketing 2.0 ou à du digital incrémenté avec cet aspect d'humain. Voilà, comme ça, Merci, un peu plus qu'une demi-heure. On peut l'applaudir. Merci Marc. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais faire un crash test. C'est simple, je vais passer le micro à quelqu'un dans la salle et je voudrais que cette personne nous dise, en fait, par rapport à son point A, avant l'intervention de Marc et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Ça vous a fait réagir comment? Je vois Justine qui est ici, qui nous a promis le beau temps pour lundi. Justine, qu'est-ce que Marc a changé en toi depuis cette intervention? Eh ben, justement, j'avais l'habitude de beaucoup travailler avec les personas et c'est quelque chose que je fais encore parce que je suis en pleine refonte d'un site internet. Et je demande en effet aux adhérents de mon association comment est-ce qu'ils utilisent le site internet et comment est-ce que moi je dois le modeler pour répondre à leurs demandes. Donc ça a changé particulièrement toute ma vision de comment je dois refondre mon site internet. Okay. Et tu fais quoi le matin alors? Tu dis quoi Je vais aller voir ma direction en disant faut tout refaire. D'accord. Bon, Marc, comment tu réagis à ça? Alors, je pense que le risque, c'est effectivement que vous puissiez vous dire « Oh là là, il y a quelque chose que je ne connais pas bien, etc. » Moi, je pense que d'un point de vue très pratique, l'idée, c'est que déjà, si dans 6 mois, vous avez mis les graines et vous avez commencé à changer votre angle de vue, vous pouvez commencer avec des petits projets, pas des choses grosses sur lesquelles il ne faut pas arrêter vos projets que vous êtes occupés à faire maintenant, surtout s'ils sont lancés. Par contre, de réfléchir à cette mécanique et de se dire « Ok, la prochaine fois, à la place d'être dans « je demande et puis je fais et puis je croise les doigts », de se dire, OK, quel est le comportement actuel? Par exemple, si on reprend votre exemple, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, mais c'est quoi le comportement actuel des gens par rapport à l'association que vous avez? Donc, comment ils vivent ça? C'est quoi leur peur? C'est quoi leur crainte? C'est quoi leur motivation? C'est quoi leurs habitudes? C'est quoi leur fréquence d'usage? Est-ce qu'ils ont les capacités pour comprendre? Est-ce qu'ils ont les connaissances, les compétences? Il y a plein
de paramètres, de variables de comportement qui vont vous permettre déjà d'avoir un profil mais hyper clair. Mais quand je dis hyper clair, là on travaille pour l'instant pour une compagnie d'assurance qui vend des assurances pour animaux. Et c'est juste affolant. Vous voyez tout le marché. On sait aujourd'hui c'est à peu près 5 à 7% de personnes qui prennent des assurances comme ça. Mais quand on voit le profilage, on comprend pourquoi ça ne marche pas. Alors que dans d'autres pays, on est à 80% de taux de pénétration de ces produits-là. Donc l'idée, c'est juste déjà de se poser ces questions-là. C'est quoi le comportement actuel des gens? Et puis de vous dire, OK, demain, mon service, mon produit, ou peu importe, qu'est-ce que j'espérerais faire avec ça? C'est quoi? Est-ce que je veux qu'ils commandent plus? Est-ce que je veux... Alors, directement après, la question, c'est quoi les freins? Et c'est quoi les leviers? Et une fois que vous allez commencer à réfléchir, c'est quoi les freins, c'est quoi les leviers, vous allez voir que vous allez entrer dans une dynamique différente. Et une fois que vous avez l'habitude de faire ça, ça prend moins de temps que l'ancien paradigme, parce que c'est beaucoup plus efficace. Alors, autour de moi, il y a Émilie. Je vais poser la même question à Émilie. Émilie, entre le début de la conférence et maintenant, qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce que ça a fait comme étincelle? Oui, effectivement, c'est prendre en compte nos prospects, donc plus être à l'écoute et pas travailler comme on a l'habitude de faire. Voilà. Les habitudes, c'est bien de les bousculer. Marc, moi j'avais une question plus peut-être très opérationnelle. Oui. Tu nous as montré beaucoup d'images avec des cerveaux, etc. Enfin bon, on n'a pas toujours le truc pour brancher les Non, électrodes c'est sur clair. la tête de nos clients, surtout en B2B, c'est un peu bizarre. Si vous arrivez avec le matos en rendez-vous, c'est un peu compliqué. En méthodo, on s'y prend comment pour demain matin, justement, changer un peu les paradigmes? Tu n'as pas un petit framework, un truc un peu facilement mémorisable en disant il y a 3 steps à faire et on est dans le bon sens? Alors non, il n'y a pas 3 steps comme ça, parce que ça, j'y crois pas. Donc les hackings, le truc facile, les 7 plans pour changer ça, etc., c'est très tentant. C'est pas ici, c'est pas dans ton bouquin. Ça. Non, c'est très tentant, on en voit partout. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous aussi, vous le subissez. La pression, le truc, il faut aller vite, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui prend... Il faut investir du temps pour pouvoir le faire. Mais la manière de le faire, c'est que vos équipes comprennent déjà mieux ce que c'est un cerveau. Et là, il y a plein de techniques. Donc, je vous montre par exemple une technique toute simple qui permettrait d'être impliqué et de retenir des zones dans le cerveau. Si vous regardez vos mains, si vous mettez votre pouce dans la paume de votre main et vous fermez, vous allez voir qu'en fait, ça a la forme d'un cerveau. Et ça permet, dans les équipes, de pouvoir communiquer autour d'une dizaine de fonctions cérébrales déjà importantes à comprendre. Par exemple, si on repart sur votre question de tout à l'heure sur votre association ou quand vous parliez de prospects, c'est quoi la vraie motivation psychologique profonde que les gens ont dans vos activités? C'est quoi? Et vous allez voir déjà rien que de répondre à ça, on se dit, par exemple dans une assurance, oui, non, c'est d'être en sécurité. Non, je peux vous le dire, non. Quand on prend une assurance, c'est pas pour ça. Bien sûr, il y a le respect obligatoire, mais c'est surtout parce qu'on n'a pas envie que demain, si ma voiture est en panne, je ne puisse pas aller conduire les gamins à l'école. C'est le quotidien. On ne veut pas que notre quotidien change. C'est pour ça, en fait, qu'on prend des assurances. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce que les gens font ça? Donc, ensuite, la projection dans les situations déjà vécues, leurs habitudes. Qu'est-ce qu'ils ont comme habitudes? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez très rapidement, avec quelques variables comportementales, déjà ouvrir votre champ de réflexion dans vos équipes de manière pratique. C'est-à-dire de se dire, OK, aujourd'hui, c'est quoi le comportement A, la motivation, les habitudes, la fréquence d'usage? Ce sont des choses simples, ça. Puis après, hop, on passe à la deuxième étape, qui est de dire, OK, par rapport à ça, par rapport à leurs habitudes, est-ce que ce que je vais leur demander vient en plus ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils font déjà maintenant? Parce que si c'est quelque chose qu'ils font déjà maintenant, vous pouvez vous poser la question en disant, qu'est-ce que je vais apporter de plus? Est-ce que je vais faciliter leur travail? Est-ce que je vais leur faire gagner du temps, etc. Et donc, vous allez pouvoir commencer à réfléchir aux leviers et aux freins. Et une fois que vous avez, déjà simplement avec quelques variables comportementales, vous allez voir que si vous, après, une fois que vous avez fait cette étape-là, vous continuez dans la phase comme vous faisiez avant, c'est-à-dire de concevoir, vous allez déjà être dans un état d'esprit complètement différent. Il ne faut pas vouloir révolutionner le truc, quoi. Alors après, c'est sûr que quand nous, on intervient sur des missions comme Nature et Découverte, etc., on ne va pas le faire comme ça, parce qu'il y a des enjeux business tellement importants qu'on va déployer une méthodologie. C'est les mêmes 3 étapes, sauf qu'elles sont un peu plus longues, et qu'on va utiliser de l'IRM, de l'EG, de l'eye tracking, des techniques, en fait, pour concevoir les éléments. Il y a plein de techniques qui existent, d'effets que l'on peut utiliser pour guider en fait, des comportements.
Dernière question. J'ai Stéphane qui a levé la main, qui m'a dit je meurs d'envie de poser une question à Marc. Question courte, réponse courte. Attendez avant de mourir. En fait, c'est pas une question, c'est 2 remarques. La première, est-ce que tu veux pas bosser pour des politiques bénévolement pour un non. peu augmenter Non. le Pourquoi le bénévolement niveau, ou pas. Et deuxième remarque, avec Célim, à 15h et des brouettes, Ah, ça, c'est une pub, ça. voilà, c'est de la pub. On fait un atelier, donc Non. une masterclass sur le copywriting, et on comprend enfin pourquoi on doit faire du copywriting grâce à Marc. Donc merci beaucoup. Génial. Avec plaisir. Très fort parce qu'il nous a hacké la conf, c'est génial, Mais, bravo. mais par contre, Mais on peut pour, l'applaudir quand même, et vous irez à sa conférence. Merci. Je vais Vas-y, quand même Marc. répondre juste à votre question parce que je pense qu'il y a un sous-jacent important quand vous demandiez est-ce qu'on ne peut pas aider des politiques, etc. Il y a des projets sur lesquels on n'intervient pas. Donc quand ce sont des choses dans lesquelles il n'y a pas un vrai besoin d'une personne, on ne va pas rentrer là-dedans. Un, parce que j'y crois pas, et deux, parce que voilà, si même on l'appliquait, ce sont des choses sur lesquelles nous, on n'a pas envie de bosser. Donc il faut quand même être prudent. C'est comme l'IA, hein, et tout le volet super. Et puis hier, je regardais une émission qui était horrible sur Arte, sur l'exploitation des enfants. C'est une horreur quoi, dans le monde. Je n'avais même pas idée de ce que ça faisait. En fait, il y a des gens dans nos pays qui commandent en fait en Asie des familles pour avoir des vidéos en disant par exemple tiens je veux tel enfant dans telle scène, etc. Donc en fait c'est du live streaming de porno avec des gamins quoi. Et donc je me dis c'est dingue, l'IA là, il y a des trucs qui sont horribles. Et donc c'est la même chose dans notre domaine à nous. Moi, je préfère aller vers le côté lumineux du truc. Et c'est très simple. Hein. En fait, en gros, ce qu'on fait, c'est que quand il y a une mission qui arrive, on demande à voir quel est l'objectif business à atteindre, à voir s'il y a des clients déjà actuellement appétents à ça. Et puis, on va optimiser. Parce que là, c'est différent. Là, l'idée, c'est de se dire, si j'ai 3 concurrents, ça va être meilleur que les autres. Mais ce n'est pas manipuler ou aller chercher des choses... Voilà. En tout cas, merci pour la question. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous. Allez, petit quand même, reste avec moi. J'ai quand même une dernière. Reste avec moi. Il y a 2 choses. Déjà, vous allez avoir un cadeau tout à l'heure. Et je voudrais qu'on fasse un truc d'habitude on fait un peu à la fin de l'événement. C'est le fameux ROTI, le Return on Time Invested. Vous avez passé 40 minutes avec Marc. Entre le début et maintenant, de 1 à 5. 5, c'est extraordinaire, ce que vous avez eu comme déclic. 1, bof. On y va, un retour, c'est le crash test. 5, ok. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a un 4? Il y a un 4, pourquoi 4? Ça active mon putamène. Pourquoi 4? Parce que j'ai une petite interrogation par rapport aux personas. Parce que je vois les personas, moi je les construis par rapport au comportement. Alors quand vous dites qu'il faut mettre les personas de côté, je me dis, voilà, j'ai cette petite interrogation, comment faire? Alors en fait, En punchline, rapide. L'idée, si vous voulez, c'est pas... On vit dans un monde dans lequel chaque mot est important. Et donc, ici, j'ai une demi-heure, donc j'essaye d'être clivant aussi et d'amener des choses pour réfléchir. Vous avez 100% raison. Si vous faites des personas d'une manière efficace, why not? Après, le truc du persona, ce qui est très dangereux, c'est qu'on divise les gens. C'est-à-dire, on prend une population et peu importe comment c'est fait, bien ou pas, on va en fait se dire, donc il y a Madame Duschmock, il y a Monsieur Van Pieperzeel, etc. Et ça, quand vous arrivez en conception, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, en fait, si vous regardez honnêtement le travail que vous faites, vous allez voir que quand est-ce que la persona ou le persona répond réellement à une question opérationnelle de conception. Par exemple, le choix du bouton, des éléments comme cela. C'est compliqué. Alors qu'en fait, vous avez des zones cérébrales. Le principe, si vous voulez, de la méthode là, c'est quoi? C'est que si je ne donne pas au cerveau une information, il va en fait la compléter par lui-même, avec des souvenirs que vous avez. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec un personnage, c'est essayer de plonger les autres personnes de l'équipe dans ça. Faites le test, comme ça vous allez voir si c'est juste ou pas. Vous demandez à 5 personnes dans votre équipe, séparément, de décrire la vie de la personne que vous avez dans votre persona. Si vous avez exactement la même réponse, ça va. Mais vous allez voir que... Mais évidemment, il ne faut pas aller sur des trucs qui sont écrits sur la feuille. Hein. Ça, c'est trop simple. Mais vous allez voir que c'est très différent. Alors que quand on utilise un profilage comportemental, vous demandez à 10 personnes dans une équipe et vous allez avoir 9 personnes sur 10 qui vont avoir exactement les mêmes informations dans leur tête. Et ça, en conception, c'est important. Parce que ça veut dire qu'ils ont chargé dans leur propre tête, c'est un peu comme dans Matrix,
une information correcte, quoi. Super. Merci beaucoup, Marc. Il reste avec nous. Vous pourrez lui poser des questions tout à l'heure. Et il y a son bouquin. Merci à vous tous.